de douter de ma place, de me taire en réunion alors que j'avais quelque chose à dire, de me dire que si j'ai réussi, c'était sûrement un coup de chance. Et toujours en fond sonore, cette petite voix qui me répète sans cesse « Tu n'es pas assez compétente, pas assez légitime, pas assez technique ». Si ça vous est déjà arrivé, levez la main, même intérieurement. Super, on est beaucoup. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Khadija Abdelwali, je suis développeuse full stack chez Ypon Technologies. Je suis passionnée de tech et pendant longtemps, j'ai cru que mon plus gros bug, c'était moi. Aujourd'hui, je ne viens pas vous partager une recette miracle pour cesser de douter. Je viens plutôt partager une expérience, la mienne, et peut-être quelques pistes pour essayer de faire du doute, de l'entre-doute, un moteur plutôt qu'un frein, et de construire ensemble une tech plus bienveillante et inclusive. Je me souviens très bien d'une scène, c'était pendant une démo. J'avais bossé dessus pendant des semaines, j'étais prête, et juste avant de commencer, la petite voix est revenue dans ma tête en mode « Tu vas pas y arriver, ils vont se rendre compte que t'es pas si doué que ça ». Je l'ai fait quand même, la démo s'est bien passée. Pourtant, à la fin, j'ai eu du mal à accepter les compliments. Et la petite voix est revenue à la charge encore une fois. « Ouais, t'as eu de la chance cette fois-ci, ça aurait pu casser. Ils auraient pu se rendre compte de ta supercherie. » Ce doute constant, cette peur de voir son secret dévoilé au vu de tous, s'appelle le syndrome de l'imposteur. Ce moment où tu réussis quelque chose, mais où ton cerveau refuse la victoire. Et pendant longtemps, j'ai pensé que c'était une faiblesse, que c'était vraiment que moi. Jusqu'à ce que j'en parle à une collègue, une femme brillante, expérimentée, charismatique, et qu'elle me répond « Ah, mais moi aussi, tout le temps !» Et si ce n'était pas que moi, que nous, que vous? Teams Blind ont fait un sondage en 2018 avec une seule question. Est-ce que vous avez déjà souffert du syndrome de l'imposteur? Sur les 10 400 personnes ayant répondu au questionnaire, 58% ont répondu oui. On a déjà souffert au moins une fois du syndrome de l'imposteur. Parmi les gens qui ont répondu, il y a quand même des gens qui bossent dans de grandes boîtes type Microsoft, Google, LinkedIn, Amazon, Apple et j'en passe. Donc des profils, de super profils techniques avec une grande expérience. Alors, si autant de personnes doutent, d'où vient le problème? Est-ce en nous ou plutôt autour de nous? Pardon. Dans la psychologie, le syndrome de l'imposteur a souvent été lié à un phénomène de dissonance cognitive. C'est un concept qui a été théorisé en 1957 par Léon Festinger. Il a décrit la dissonance cognitive comme étant un état de stress mental, de conflit mental, dû à des croyances, des perceptions contradictoires. Dans le cadre du syndrome de l'imposteur, cette dissonance peut être un résultat des victoires qu'on accomplit, des faits réels, et puis de notre voix intérieure qui nous répète qu'on n'est pas à la hauteur. Par exemple, on peut se dire que la dissonance, ce serait un peu le décalage entre la musique que l'on entend dans notre tête et puis les sons réels qui nous entourent. Lorsqu'on réussit quelque chose, mais que notre cerveau nous répète à longueur de journée qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on n'a pas notre place là où on est,
On n'arrive pas à accepter notre victoire et on se sent un peu mal à l'aise face à nos accomplissements. D'un autre côté, Sigmund Freud a mis en évidence que nos actions et nos désirs, nos pensées sont souvent influencés par des conflits internes que nous ne percevons pas. Dans le cadre du syndrome de l'imposteur, ce serait un peu comme un iceberg dont la partie visible se manifeste sous forme de doute et de honte. Et ce serait le résultat d'un conflit entre le moi et le surmoi. Le surmoi, dans ce cas, représente cette petite voix intérieure qui est trop exigeante, qui met la barre assez haut. Et puis, le moi représente plutôt la partie en nous qui normalement devrait se sentir légitime et en sécurité, mais qui se retrouve continuellement un peu qui se retrouve confronté à ces exigences, ce qui crée en nous ce sentiment de doute constant. Et puis, le docteur Valérie Young, la cofondatrice de l'Institut international du syndrome de l'imposteur, a parlé dans son livre « Secret Thoughts of Successful Women » du syndrome de l'imposteur en ces termes. Ce n'est pas un manque de compétences, c'est une distorsion du regard sur soi. C'est-à-dire que le problème ne vient pas d'un vrai manque de compétences en nous, mais plutôt de la façon dont on se perçoit nous-mêmes. C'est vrai dans tous les domaines, et les gens qui souffrent le plus du syndrome de l'imposteur sont plutôt celles qui sortent du moule, en quelque sorte, qui sont sous-représentées dans n'importe quel domaine. Dans la tech, c'est plutôt les femmes ou les personnes issues de reconversion professionnelle. Dans le monde de la tech, on apprend très tôt à être le ou la meilleure, à parler fort, à coder vite. Et si on doute, c'est que l'on n'a pas assez confiance en soi. C'est comme si la confiance en soi était une compétence technique à acquérir ou pas. La culture du fake it till you make it, du rockstar développeur, du super développeur, a certes ses vertus, mais elle a aussi ses inconvénients. Parce qu'à force de mettre en avant ceux qui brillent fort, qui parlent fort, qui sont super, on oublie tous les autres. On oublie tous ceux qui avancent doucement, qui préfèrent écouter avant de parler, qui posent des questions. Et pourtant, la tech a aussi besoin de ces voix-là. Le problème, c'est qu'on associe encore trop souvent la valeur à la performance visible. Le résultat, beaucoup se sentent illégitimes, surtout celles et ceux qui sortent du moule. Des femmes, les juniors, les profils atypiques ou issus de reconversion professionnelle. Alors on doute, parfois on s'efface, mais ce silence coûte cher, parce qu'à chaque fois qu'une voix se tait, la tech perd une perspective intéressante. Alors, comment on fait ? Comment est-ce qu'on peut transformer ce doute en force ? J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à vous annoncer. La bonne nouvelle, c'est que c'est sain d'avoir le syndrome de l'imposteur de temps en temps. Il faut réussir à canaliser ce sentiment pour en faire un moteur qui nous aide à rester humble, à apprendre, à avancer et à collaborer avec les autres. Il faut surtout éviter que ce sentiment nous paralyse et nous prive de nos moyens. Et la mauvaise nouvelle, c'est que dans certains cas, on est de vrais imposteurs. Parce qu'il nous manque des compétences, de l'expérience. Mais ce n'est pas grave. Il faut faire en sorte il faut juste s'avouer qu'on a besoin de faire des efforts, d'aller un peu plus en profondeur sur certains sujets, et puis de
de travailler sur soi pour acquérir ces compétences, cette expérience qui nous manque. Et surtout pour faire en sorte de ne pas uniquement se baser sur nos acquis et de toujours essayer de s'améliorer. Je sais, c'est beaucoup trop facile à dire qu'à faire. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter 3 axes ou leviers qui m'ont permis personnellement à me sentir mieux dans ma peau et à essayer de douter moins, parce que je doute toujours. Tout d'abord, la parole. La première fois que j'ai dit à une collègue « Je crois que j'ai le syndrome de l'imposteur », elle m'a regardée et m'a dit « Bienvenue dans le club ». On en a ri et ça a tout changé. Parce qu'en mettant des mots sur le phénomène, enfin des mots sur ce qui nous arrive, on l'a rendu un peu moins puissant. Le silence nourrit le monstre, la parole l'apprivoise. Le fait de se dire, enfin, de trouver les mots pour décrire ce qui nous arrive est déjà une première victoire. Ensuite, le soutien. Trouver des gens qui te voient vraiment, qui nous voient tels que nous sommes, sans filtre. Ça peut être des mentors, des pairs, une communauté. Des gens qui voient notre valeur, surtout quand nous, on en doute. J'ai compris qu'on ne devient pas légitime tout seul. On le devient ensemble, au sein d'une communauté, avec des pairs, des mentors et autres. Le fait de s'entourer de regards bienveillants peut grandement t'aider à renforcer notre confiance et notre estime de nous-mêmes. Et puis finalement, le regard intérieur, la façon dont on se voit nous-mêmes. Il faut essayer de dompter nos mécanismes intérieurs de critique de soi. Par exemple, ça peut passer par l'identification de ces petites phrases qu'on se répète tout le temps. Je ne le mérite pas, je ne suis pas à ma place, je suis un imposteur, j'ai eu de la chance cette fois-ci, et autres. Et dès qu'on les identifie, il faut essayer de faire en sorte, enfin, de relativiser nos idées. Ça peut passer, par exemple, par entretenir une liste de victoires où on note tout ce qu'on a réussi à faire pendant la journée, par exemple. Ça peut être n'importe quoi. Enfin, par exemple, la correction d'un bug, même minime, sur notre projet. Ce sont des faits, pas des impressions. Et ça peut nous aider à relativiser et à orienter notre pensée vers les réussites plutôt que les échecs potentiels. Le doute, j'essaie plus de le supprimer. J'en suis arrivée à le considérer un peu comme un vieux compagnon de route, une sorte de GPS un peu trop bavard, certes, qui me répète sans cesse que je fais fausse route, mais qui, au fond, m'aide plutôt à rester sur le bon chemin et d'avancer. Ce n'est plus un frein, c'est plutôt un compagnon de route et un moteur. Pour que la tech soit vraiment inclusive, il faut qu'on apprenne à être bienveillant, pas seulement envers les autres, mais aussi envers nous-mêmes. Encourageons les voix timides et célébrons les profils et les parcours atypiques. Donnons la parole à celles et ceux qui doutent et essayons de les encourager et de les accompagner au mieux. Parce qu'au fond, ce n'est pas l'absence du doute qui fait la force, c'est plutôt le choix de continuer malgré le doute. Et ce choix, on le fait tous et tous chaque jour. Parce qu'au fond, je suis peut-être pas assez, mais je suis là, je fais des efforts, et c'est déjà beaucoup. Merci beaucoup pour votre attention. Et merci aux partenaires et aux orgas de l'Agile pour Bordeaux.
Je ne sais pas s'il me reste du temps pour des questions. Oui. Oui. Tu penses que c'est uniquement convaincre les autres qu'on peut le faire ou c'est aussi se convaincre soi-même? Alors, ça dépend de la personne. En fait, c'est pour les deux. C'est à la fois pour convaincre les autres et pour se convaincre soi-même. C'est juste qu'à un moment, on peut se dire qu'on fait semblant et douter encore plus de nous-mêmes. Il faut juste éviter ce gap-là. Mais sinon, c'est à la fois pour les autres et pour nous-mêmes. Oui. Où est-ce que tu l'as lu, le mot syndrome de l'imposteur pour la première fois? À quel moment, en fait, tu t'es dit j'ai peut-être un mot sur ce qui m'arrive? Alors, c'était après une discussion avec des collègues, enfin, plutôt en parlant de ce que l'on ressent vis-à-vis des autres et vis-à-vis de nous-mêmes. Je ne me rappelle pas du tout qui m'avait parlé du terme syndrome de l'imposteur, mais ça a découlé de là. Enfin. Voilà. Merci beaucoup.